Bonjour! Aujourd'hui je me suis dit que comme je suis enfin bien installée et que les cours ont bien démarré et que les inscriptions des cours sont terminées, je vais enfin vous expliquer comment se passent mes cours en échange universitaire à Nagoya au Japon. Si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, bonjour, je m'appelle Julia et je suis en échange universitaire à Nagoya pour l'année 2017-2018. Je fais aussi des vidéos sur comment apprendre le japonais et des vlogs sur les endroits que je visite au Japon. Du coup n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si jamais ça peut vous intéresser. Alors la chose la plus importante quand vous êtes en échange universitaire, c'est de savoir par rapport à votre visa combien de cours vous devez avoir. Pour ceux qui sont en échange universitaire, il faut prendre un minimum de 7 cours. Personnellement, j'ai pris que 7 cours. Je comptais en prendre 8, mais il y en avait 2 qui étaient sur le même horaire, du coup j'ai juste pris mon préféré dans les deux. Mais il n'y a pas de limite maximum. Et j'ai un ami qui a pris 18 cours par semaine. Il passe sa vie à la fac, il passe sa vie à travailler. Les cours que vous pouvez choisir, ils dépendent complètement de l'université dans laquelle vous êtes. Donc pour ça je peux pas vraiment vous donner de réponse spécifique, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai eu à choisir à l'université préfectorale d'Aichi à Nagoya. Et du coup vous aurez quand même une vague idée de quel genre de cours on a en échange universitaire. Alors j'ai eu du bol et j'ai pu prendre tous les cours que je voulais sur 3 jours dans la semaine. Donc ça fait qu'un jour sur 2 j'ai un jour de libre. Du coup c'est hyper cool. Du coup le lundi j'ai pris 3 cours. Je regarde par là parce que j'ai mon agenda où j'ai écrit tout. Pour décider des cours qu'on pouvait prendre et qu'on devait prendre, à la pré-rentrée les profs nous ont fait passer un test qui s'appelle le JCAT, qui est un test gratuit et dispo sur internet, donc si jamais vous voulez le passer vous pouvez. C'est un test de compréhension du japonais. Il y a des questions de vocabulaire, des questions de grammaire et des questions de compréhension orale et de compréhension écrite. Et ça va vous donner un score. Et à partir de ce score, ça vous donnera grosso modo quel niveau vous êtes, si vous êtes débutant, intermédiaire, intermédiaire avancé ou avancé. Moi le résultat de ce test, j'ai eu 192. Et le truc c'est que 192 c'est à 8 points seulement de 200. Et 200 c'est la limite entre intermédiaire et avancé. Donc, et intermédiaire ça commence à 100. Donc j'étais 92 points de plus que le début d'intermédiaire. Donc je me suis dit bon il vaut mieux que j'aille au cours avancé et que je galère un peu pour combler la petite différence que j'ai, plutôt que d'aller en intermédiaire où je vais surtout revoir que des trucs que je connais déjà. La fac proposait du coup des cours débutants, des cours intermédiaires, des cours avancés. Et avec ma pote Gwen, que vous allez voir d'ailleurs dans des vidéos beaucoup cette année en fait. J'arrête pas d'en parler sauf que j'ai pas encore publié les vlogs que j'ai fait avec elle, mais ça arrive. Avec Gwen du coup on s'est dit bon on va pas demander, on va juste s'inscrire en avancée. Parce qu'elle était dans la même situation que moi. Et au final les profs ont quand même vérifié et ils nous ont dit d'essayer un cours en intermédiaire pour voir comment ça se passait. Et ensuite par rapport à ça ils ont demandé aux profs qui étaient en intermédiaire et le prof nous a dit que c'était bon, on pouvait aller en avancée. Donc j'ai pu aller au cours d'avancée. Parce que le cours où je suis allée en intermédiaire c'était apprendre à se présenter. J'ai aucune idée de ce qu'ils font en débutant, mais ça doit être vraiment ultra débutant parce que je me souviens que se présenter soi-même c'est ce qu'on a fait en première semaine de L1 à la fac à Lille. Et du coup ces cours de japonais avancé, il y a 3 cours par semaine, donc déjà ça me prenait quasiment la moitié de mon emploi du temps. Ce qui me simplifiait la tâche du coup pour choisir les cours. Les 3 autres cours de japonais que j'ai pris, et je dis bien 3 et pas 4, j'ai pris société japonaise, j'ai pris travail du japonais à l'écrit et j'ai pris un truc qui s'appelle fieldwork, donc travail à l'extérieur. Société japonaise, en gros, je sais toujours pas ce que c'est. Le prof est très gentil. Il a dit que le cours était ouvert à absolument tous les niveaux et je sais qu'il veut organiser une sortie scolaire au Hanamatsuri, qui est un festival dans les montagnes où le prof passe son temps à résumer le festival en il fait froid, il fait noir et on a envie de dormir. C'est le mois prochain et il y a des chances que j'y aille pas parce que le timing au niveau des bourses est vraiment merdique. Du coup c'est pile genre le moment où je n'ai pas de sous. Et donc ouais je suis un peu hésitante sur le fait de dépenser 3000 yens pour ça. Donc je vais voir.
Mais du coup, à part cette sortie scolaire là, je sais pas encore ce qu'on va faire parce qu'on a passé tous les cours pour l'instant à se renseigner dessus, à expliquer comment ça va se dérouler et tout et tout. Donc bon, on va voir. En tout cas, on s'amuse bien dans ce cours là. Donc parce qu'il fait beaucoup discuter les élèves. Et aussi il y a des élèves japonais qui sont avec nous et du coup genre c'est vachement intéressant. Donc ouais. Société japonaise. Le deuxième cours du coup c'est le japonais à l'écrit. La prof est super bien. Elle nous fait aussi le cours de japonais intermédiaire du mercredi. Elle nous fait faire du coup des exercices d'écrit mais des trucs vraiment pratiques du genre comment écrire un mail à un prof ou comment utiliser les parenthèses et les guillemets et les signes de ponctuation de manière générale en japonais. Ce genre de truc où on le fait un petit peu au feeling mais on sait pas trop pourquoi on le fait comme ça. Elle nous l'explique beaucoup plus en détail et du coup ça renforce les connaissances qu'on a. Du coup c'est super bien. Et puis le troisième cours de japonais du coup qui s'appelle Fieldwork, c'est pas un cours de japonais en fait. C'est un cours beaucoup plus culturel. Et quasiment toutes les semaines on va visiter des musées avec soit des tarifs gratuits soit des tarifs super avantageux. Et je crois que l'évaluation ce sera à la fin d'écrire un résumé de la sortie qu'on a préférée. Et du coup c'est super cool. J'ai pu aller au musée des Tokugawa et au parc Tokugawa. Dans le musée j'ai rien pu filmer mais j'ai pas mal filmé dans le parc Tokugawa. Donc je vous montre ça tout de suite. Et puis aussi toujours dans le cours Fieldwork, je suis allée au musée Toyota et c'était hyper intéressant et du coup voilà les images. Et du coup, en plus de tous ces cours qui ont un rapport avec le japonais, il manquait un cours. Et à la base, je vous avais dit que je pouvais prendre un cours de coréen. J'y suis allée les 2 premières semaines, j'ai même acheté le manuel et tout. Ça se passait bien. C'était vachement intéressant d'apprendre le coréen en japonais. Parce que du coup, les explications n'étaient pas du tout construites pareil. Vu que le coréen et le japonais ont une grammaire très similaire, il suffit juste de dire genre, cette particule c'est celle-là en coréen. Et ça simplifiait vachement les explications. Mais malheureusement, j'ai pas pu continuer à aller en coréen parce que c'était un cours tellement populaire qu'il y a eu trop de gens qui ont voulu s'inscrire. Et ils nous ont dit au bureau des inscriptions qu'ils prenaient les étudiants japonais en priorité. Et que du coup, tous les étudiants étrangers n'avaient pas le droit de s'inscrire au cours. Donc ça faisait chier. Du coup, fallait que je trouve un autre cours. Alors d'abord je me suis dit, bon je vais prendre le cours de français et puis ce sera très bien. Et je suis allée rendre mon papier d'inscription en disant oui je veux prendre un cours de français et tout. Le monsieur il était certain que j'étais française parce qu'il m'entendait parler français avec les étudiantes japonaises qui étaient avec moi. Et même qu'il a blagué en sortant tous les mots de vocabulaire de français qu'il connaissait. Mais il s'est pas dit qu'il fallait peut-être me prévenir que comme c'était ma langue maternelle j'avais pas le droit de prendre ce cours là. Du coup j'ai reçu un mail le lendemain en me disant ah ouais en fait non c'est pas bon. Donc retour case départ. Au final, on a trouvé avec Gwen un cours qui s'appelle Séminaire en anglais. Je crois même que c'est littéralement le titre du cours. Séminaire d'ailleurs. Toutes les semaines, il y a un intervenant anglophone qui vient donner une présentation à propos de sujets variés. On est allé voir la prof du coup lundi et puis on a assisté à notre premier cours. Et elle a dit que c'était pas grave qu'on ait loupé la moitié du semestre. Et le cours de lundi d'ailleurs, il était super intéressant. Parce que c'était donné par une interprète en temps réel, c'est-à-dire les gens qui parlent par-dessus la personne pour traduire. Elle parlait anglais, japonais et espagnol. Et du coup, le fait qu'elle soit trilingue, j'ai pu vachement me mettre à sa place. Parce que moi aussi, du coup, je suis trilingue. Et j'ai pu notamment lui poser la question de comment elle faisait pour pas mélanger toutes les langues. Et elle m'a donné des réponses qui étaient super intéressantes. Et du coup, je suis vraiment contente d'être allée à ce cours-là lundi.
En plus on a regardé un peu le programme des cours du coup qu'on avait loupé et genre il y en avait un sur la poésie perse qui me branchait pas trop. Du coup ça tombe bien que j'y suis pas allée. Mais à part ça, le restant des cours a l'air pas mal. Donc c'est cool. Puis ça fait une petite heure et demie de repos parce que du coup je suis bilingue en anglais donc j'ai pas du tout à réfléchir. Donc voilà pour la présentation de mon planning de cours. J'avais aussi le choix avec plein d'autres matières. Déjà je pouvais prendre des cours qui étaient normalement pour les étudiants japonais. Donc il y avait tous les cours de la fac qui étaient disponibles. J'ai un ami qui a pris des cours de psychologie, des cours de physique, des cours de trucs comme ça. Il y avait aussi d'autres cours qui étaient proposés aux étudiants étrangers, notamment la calligraphie. Il y a aussi des cours où les étudiants montent des projets et travaillent en groupe. Il y avait un cours de kanji et de vocabulaire le lundi matin à 8 h que je n'ai pas pris. Parce que je ne suis pas masochiste, merci. Et puis c'était possible aussi de prendre des cours de sport, ce genre de choses. Donc il y a quand même un panel de choix assez vaste. Du coup vous trouverez forcément je pense des cours qui vous intéressent si jamais vous allez en échange universitaire. Hein, faut pas vous inquiéter. Au niveau des absences, ils nous ont dit on n'a pas le droit d'être absent plus de 3 fois au même cours, sinon on a 0. Et si on a 0 c'est vraiment la cata. Donc faut éviter. Les semestres ils font 15 semaines de longueur et il n'y a pas de vacances au milieu. Et ça fait un petit peu mal parce que là je le sens le rythme scolaire dont j'ai l'habitude qui arrive parce que pile cette semaine il y a ma fac qui est en vacances. Donc normalement je devrais être en vacances et je suis fatiguée. Le fait de ne pas avoir des vacances toutes les 6 semaines c'est dur. Autrement en plus des cours du coup il y a aussi les clubs et les cercles. Les clubs c'est je pense ce que vous connaissez, c'est-à-dire par exemple des équipes de sport. Ils ont tendance à être super compétitif et j'ai un copain qui est allé du coup pour essayer au club de badminton et il a dit genre c'était la mort parce qu'ils font un échauffement d'1 h 30, un truc comme ça en plus tout en chantant et tout donc niveau souffle c'est aussi la cata et il est rentré, il a dit plus jamais ça. Donc si jamais vous voulez rentrer dans un club de sport au Japon et que vous n'êtes pas un grand sportif ou que vous avez jamais fait de compète, bon courage. Autrement du coup en plus chill, en plus posé, il y a les sakure qui sont des genres de clubs aussi mais l'aspect est vachement moins sur la compétition et il y en a du coup à propos de tout. Mon copain qui a 18 heures de cours par semaine, il fait aussi partie du club de Joruri. C'est un art traditionnel japonais. Du coup ça vous donne un peu une idée des choix qui sont proposés dans les sakure parce que c'est quand même super spécifique. Voilà, je me suis pas spécialement renseignée sur les sakure et sur les clubs parce que en tant qu'étudiant étranger en fait c'est difficile de vraiment être intégré dedans. Parce que déjà si vous arrivez en septembre vous arrivez au milieu de l'année pour eux et ils sont en plein dans les préparations pour le Bunkasai. Bunkasai qui est d'ailleurs aujourd'hui. Vu que aujourd'hui c'est un jour férié et c'est le jour de la culture au Japon et du coup toutes les écoles et toutes les universités et grosso modo à peu près partout on organise des festivités. Du coup il y a le festival de la fac aujourd'hui et surtout le week-end. Et donc si vous arrivez au milieu des préparations de ça, parce que c'est un gros événement, hein, c'est pas de la gnognotte leur festival, bah vous allez plus embêter qu'autre chose puisque vous n'êtes pas du tout au courant de comment l'organisation marche. Et si vous voulez rentrer dans le club au mois d'avril à la rentrée, bah c'est embêtant parce que vous n'allez pas rester toute l'année. Donc il y a une espèce de statut pour les étudiants étrangers qui sont genre complètement le cul entre deux chaises tout le temps. Et bah c'est pas génial. Et du coup j'avais pas vraiment envie d'aller dans un club ou un sakure pour au final pas pouvoir m'investir. Donc j'ai préféré ne pas regarder, comme ça me donne pas envie. Pour les cours vous aurez besoin de manuel scolaire forcément. Donc voilà tous les bouquins que j'ai achetés pour la fac. Alors quand je vais vous les montrer, ils auront une tête un peu différente de ce que vous pouvez trouver sur internet parce que j'ai enlevé les couvertures qui sont mises par dessus, qui sont pliées dessus là. Ça me saoule ce genre de truc. Je les ai jetés. Le livre qu'on utilise le plus en cours c'est celui qui s'appelle DAI qui a normalement une couverture toute bleue. C'est un manuel qui a été fabriqué par des profs de mon université donc ça s'adapte parfaitement au contenu des cours.
Donc pour ça c'est bien. Il couvre toutes les sections du langage, c'est-à-dire compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Il y a un livret détachable avec le vocabulaire en anglais et il est vendu avec un CD. L'intérieur est en couleur et tout. Le seul truc que j'aime pas du tout en fait avec ce manuel, c'est la texture du papier. Ça a un peu la même texture que les tableaux noirs et du coup c'est vraiment désagréable à toucher. Mais à part ça, je lui trouve pas vraiment de mauvais points. Il a tendance à avoir des textes qui sont assez intéressants, qui parlent de trucs culturels spécifiquement autour d'Haïti, du coup c'est franchement sympa. Il y a notamment un texte dedans qui parle de comment fabriquer le tofu et notre cours va s'accompagner du coup d'une sortie scolaire à l'endroit dont ils parlent avec la personne qu'ils ont interviewée pour ce texte là et on va fabriquer du tofu là-bas. Du coup c'est un peu cool. Donc ouais, j'aime bien ce bouquin. Je ne pense pas par contre que ça vaille la peine de l'acheter en dehors des cours pour Haïti. Parce que du coup bah c'est pas du tout un manuel qui est fait pour les autodidactes, clairement pas. C'est un support de cours. Un support de cours bien fait mais un support de cours quand même. Le deuxième livre du coup que j'ai acheté pour mes cours de japonais c'est celui-ci. Il était facultatif, c'est juste que je préfère prendre des notes sur le livre directement plutôt que sur des photocopies du bouquin parce que j'ai tendance à paumer mes papiers partout. Du coup c'est un livre de shadowing. Il nous avait déjà été recommandé par les profs de Lille 3 et je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique par rapport au shadowing et du coup je ne l'avais pas du tout regardé. Et je me rends compte en fait, parce qu'on s'en sert en cours, je me rends compte que bah finalement en fait ça a l'air de pas mal marcher et du coup faut sérieusement que je m'y mette. Du coup c'est la prof que j'aime bien qui utilise ce bouquin en cours et elle nous explique absolument tous les points de grammaire et il y a beaucoup dans ce livre de façon de parler assez familière, pas vulgaire non plus mais comment dire, la façon dont vous parlez entre amis. Et c'est ce point là du japonais sur lequel je galère le plus. Parler poliment, limite parler en keigo, j'y arrive pas trop mal. Mais parler de manière spontanée à mes amis, c'est vachement difficile pour moi. Et du coup, elle nous explique tout et c'est super bien. C'est un bon livre. La prof nous a dit que le japonais dedans était plutôt naturel et du coup c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de manuel de japonais où le japonais dedans est vraiment naturel, hein, faut se l'avouer. Si jamais vous êtes intéressé par faire du shadowing, ça peut être vachement bien pour vous. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le shadowing, je fais un petit rappel vite fait. Le shadowing c'est l'idée d'écouter une phrase en japonais et de la répéter avec exactement les mêmes intonations. L'idéal c'est que plutôt que répéter après la phrase, il faut la dire en même temps que la phrase. Et pour ça c'est pratique d'avoir le support écrit et c'est pour ça que ce livre est très pratique parce que du coup il y a et le support écrit et le support oral puisqu'il est vendu avec le CD. Voilà, c'est les livres de shadowing de japonais qui ont la meilleure réputation d'après ce que j'ai compris. Et du coup ça c'est le bouquin débutant qui normalement a une couverture verte. Il y a aussi le bouquin avancé qui a une couverture bleue. Méfiez-vous parce que la différence de niveau entre les deux bouquins est assez élevée. Du coup si vous commencez par l'avancé parce que vous vous dites non mais c'est bon je suis pas un débutant, vous risquez de vous prendre une claque dans la tronche. C'est ce que j'ai fait. Du coup plutôt que d'acheter l'avancé, j'ai acheté le débutant et je l'ai commencé à la moitié. Et puis une fois que je serai à l'aise avec, j'achèterai l'avancé du coup. Autre bouquin du coup que j'ai acheté pour les cours et qu'au final il va pas me servir pour les cours en tout cas, c'est mon bouquin de coréen qui s'appelle Kantan Kankokugo, qui du coup est un manuel en japonais pour le coréen. J'ai décidé de l'acheter en fait une fois que j'ai su que je ne pouvais pas faire coréen parce que je me suis dit je vais bosser coréen avec. Parce que j'avais déjà regardé sur avec les manuels des gens qui étaient dans ma classe comment il était construit et je trouve qu'il est pas trop mal construit même pour bosser tout seul avec. Mais depuis j'ai pas trop eu le temps de bosser avec, du coup je peux pas trop vous en dire plus. Une chose par contre que j'ai pas aimé, c'est que, enfin il y a un CD avec et du coup c'est bien, mais quand j'ai voulu le décoller j'ai arraché le fond de la page et du coup j'ai quasiment fait un trou dedans et j'ai dû coller du scotch, donc la couverture elle est pas très solide. Et enfin dernier bouquin que j'ai acheté ici qui du coup est complètement mon choix et n'était absolument pas nécessaire et même les profs nous en ont pas spécialement parlé, c'est un bouquin de grammaire N3, spécifiquement Nihongo So Matome.
qui est un bouquin dont j'avais entendu du bien. Souvent les gens pour les manuels de JLPT, soit ils conseillent Somatome, soit ils conseillent Shinkansen Master. Et j'ai déjà Shinkansen Master et je voulais comparer les deux, du coup ça tombait bien. Il a l'air mieux organisé que le Shinkansen Master, mais il a l'air aussi d'avoir beaucoup moins d'explications. Et du coup j'ai régulièrement besoin de compléter en cherchant sur internet. Ce qui n'est pas génial parce que moi je pars du principe que si un manuel explique pas assez au point que je dois faire des recherches en plus de ce qu'il y a dans le manuel, c'est qu'il n'est pas assez complet. Mais à part ça, il y a des petits dessins et j'aime bien la présentation, du coup je ne pense pas que c'était de l'argent gâché. Et aussi l'avantage des bouquins de JLPT, c'est que ça donne un cadre, c'est-à-dire on vous dit pas apprends toute la grammaire japonaise quoi. On vous fait une sélection de quel point de grammaire aborder, dans quel ordre l'aborder, et c'est ça que je cherchais. Je l'ai acheté parce qu'avec les cours avancés que je prends de japonais, il n'y a plus de cours de grammaire. Les profs expliquent un peu si jamais on comprend pas une phrase, mais il n'y a pas de cours dédié à la grammaire, et c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Du coup, je vais bosser moi-même. Avec ça, du coup, je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné les infos dont vous aviez besoin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!